Bonsoir, merci pour votre accueil chaleureux. Désolé, je souffle encore un peu court, ça ne devrait pas durer. Je vais essayer de vous montrer en même temps quelques petites images pour meubler un peu mon propos, enfin pour l'illustrer plutôt. Donc je m'appelle Martin Pigeon, je travaille au Corporate Repository à Bruxelles, qui est une ONG dont le propos est d'étudier l'influence des entreprises sur les politiques européennes et les éventuels moyens de les contrecarrer. On est 15, ils sont 30 000, tout va très bien. Une première observation d'abord, c'est que quand on parle du lobby, qui est mon sujet d'étude principal, on parle d'abord d'une profession. Et donc, j'avais quelque chose d'un peu anecdotique ici, mais qui est assez, qui peut vous servir à vous représenter un petit peu ce que peut être le lobbying. Parce que souvent, on a une vision du lobbying comme quelque chose d'assez proche de la corruption. Des gens à la moralité un peu façayante, qui se promènent dans des coins avec des valises de billets. Si c'était le cas, on aurait un travail beaucoup plus facile. Malheureusement, ce n'est pas le cas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus banalisé. Comment ? Un peu des fois, mais ça, c'est justement quand voilà, ça dépend où on met la légalité, précisément. Nous, on aimerait bien la... J'en prie. Est-ce que vous pouvez préciser si vous parlez à propos de l'Union européenne, oui, et si vous parlez du gouvernement belge? D'accord, je ne travaille quasi que sur ce qui concerne l'Union européenne. Je vous en prie. Je garde un œil sur ce qui se passe en Belgique et plus particulièrement en France parce que c'est ma patrie d'origine. Donc voilà. Mais non, c'est vraiment dans mon cadre professionnel, c'est plus spécifiquement ce qui se passe au niveau européen et parfois aussi un peu international. Il nous arrive de travailler et d'intervenir aussi sur les questions liées au climat, par exemple, sur la COP21, enfin toutes celles qui ont précédé et probablement celles qui vont suivre, pour tâcher notamment dans ce cas-là d'établir dans quelle mesure les intérêts liés aux énergies fossiles sont capables d'influencer les décisions qui sont prises. Donc voilà, si j'avais pu vous le montrer, ça c'est comme toute profession, le lobbying a ses propres rituels, ses propres cérémonies. Donc ça c'était une petite image de 3 personnes ici qui ont gagné le prix de la meilleure campagne de lobbying de l'année à Londres en 2012. C'était la légende est tout à fait explicite, hein, c'est quelque chose, c'est une photo, une image qui est tirée d'une revue professionnelle, parce qu'il y a aussi des médias spécialisés pour ce public-là, et qui vous explique que donc, les 3 personnes en question ont gagné ce prix-là pour leur campagne A Fair Tax on Flying, donc une juste taxation pour les avions, pour l'aviation. Je reprends mon souffle, c'est presque fait. En l'occurrence, ce qui est expliqué ici, c'est qu'ils ont ils ont eu un grand succès parce qu'ils ont réussi à mobiliser le poids collectif politique de l'industrie, donc des compagnies aériennes, pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune taxation des émissions de CO2 produites par les avions. Donc voilà, bravo à eux. Une deuxième observation sur le lobbying, et particulièrement à Bruxelles, ça c'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer plus précisément, c'est que ça montre que le lobbying c'est aussi un territoire. Celui du pouvoir politique, et que donc les lobbyistes, c'est la palissade que de le dire, mais c'est bon de s'en rappeler, suivent le pouvoir. Et donc si vous prenez par exemple sur cette carte de Bruxelles, en gros plan du quartier européen d'ailleurs, les 3 institutions centrales que sont le Parlement, la Commission et le Conseil des États, les ministres, vous verrez qu'il y a une très forte concentration de lobbyistes autour et qu'on voit que le centre de gravité, disons, du lobbying suit le pouvoir. C'est-à-dire que avant 2008, donc avant 2009, avant l'instauration du traité de Lisbonne, la plupart des grands cabinets de conseil en lobbying étaient vraiment autour de la Commission et des États, et du Conseil. Depuis que le traité de Lisbonne est entré en vigueur, le Parlement européen a acquis quelques pouvoirs, encore faut-il qu'il s'en serve, mais il en a davantage. Et donc, beaucoup de grands cabinets de lobbying ont déménagé du rond-point Schuman donc au square de Meus et à la place du Luxembourg, qui est donc l'endroit où est le siège du Parlement européen. Aussi parce que le Parlement est une institution qui est beaucoup plus facile pour elle à pénétrer simplement. Ce qui n'était pas forcément le cas ni de la Commission et encore moins du Conseil. Ça, c'est un document vraiment très intéressant et je regrette que vous ne puissiez pas le voir. Je vais essayer de vous le décrire quand même. C'est un document interne de l'entreprise de la modeste PME de chimie BASF et qui, en fait, représente la courbe d'opportunité d'influence au fur et à mesure du processus législatif.
Et alors ça, c'est très intéressant, parce que ce que ça vous dit, c'est une chose très importante, c'est que l'essentiel d'une bataille de lobbying se joue au tout début, dans la définition du problème. Donc ici, le BSF parle de la question des nanotechnologies, et donc effectivement, si on prend politiquement l'objet, nanotechnologie, nanomatériaux, il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser. Le principal problème de BASF par rapport aux nanomatériaux qu'il produit, c'est comment faire en sorte qu'ils les vendent et qu'ils surclassent ses concurrents au niveau mondial. La principale préoccupation du point de vue de la santé publique pour moi, c'est dans quelle mesure est-on capable d'encadrer sanitairement le déploiement de ces nouvelles technologies qui, a priori, ont des propriétés tellement révolutionnaires qu'on est incapable d'évaluer leur toxicité aujourd'hui. Alors, je vous parle. C'est du HDMI, ça? Alors, je suis... peut-être. Je l'avais repéré, mais vous avez raison, probablement. Il me semblait que c'était ça. Donc, peu importe. Ce que montre cette courbe, c'est que tout se situe au tout départ, c'est-à-dire au moment de la définition du problème. Et donc, si on suit l'exemple de BASF, les nanomatériaux, non, la sortie HDMI, si elle existe sur cet ordinateur, elle est ici. Ici, c'est pas ça. Non, ça... donc, j'essaie de reprendre le fil de mon exposé, pardon. BASF, les nanomatériaux. Et donc, si vous regardez, par exemple, les deux problèmes politiques par rapport aux nanomatériaux, son déploiement au niveau mondial en termes de compétitivité ou son problème sanitaire. Si vous regardez le programme cadre de l'Union européenne Horizon 2020, qui donc représente à peu près 70 milliards d'euros à dépenser entre 2014 et 2020 en fonds de recherche publique. Donc c'est pas n'importe quoi, ça représente quasiment 10% du budget total de recherche et développement sur le continent européen, enfin dans l'Union européenne en tout cas. Si vous prenez le budget au sein d'Horizon 2020 alloué aux nanomatériaux, vous avez 98% pour le développement de produits et 2% pour l'évaluation des risques. Donc il me semble que dans ce cas-là, BASF a plutôt réussi à imposer sa vision du problème. Le lobbying, c'est de l'influence. Pour avoir de l'influence, il faut des courroies de transmission entre le monde économique et le monde politique. Bon, c'est quelque chose qui est très connu, mais un des rouages essentiels de la machine, c'est alors les conflits d'intérêts diront les mauvais esprits, dont je suis, mais disons le pantouflage, ou simplement les revolving doors, comme on dit en anglais, donc le fait de passer du secteur public au secteur privé. Et ici, on a un exemple intéressant d'une lettre, qui est en fait une lettre d'embauche de commissaire, qui est un document intéressant qu'on a réussi à obtenir au titre de la législation européenne de l'accès aux documents, qui explique donc à l'ancien commissaire au marché intérieur de la commission Barroso I, Charlie McCreevy, qui était un Irlandais, qui est donc sorti en 2009, ce qu'il allait faire maintenant qu'il était engagé par Ryanair. Et je vous résume très rapidement, ce que Ryanair lui explique, c'est qu'il va recevoir beaucoup d'argent pour, siéger à son conseil d'administration, et surtout 2, pour organiser 2 réunions par an, au maximum, il ne faut pas exagérer non plus, avec ses anciens collègues de la Commission européenne. Et pour ça, il va avoir une rémunération supplémentaire comme consultant. Ah oui, vous avez réussi à... Ok, on va voir. On va voir. Alors... Ah, magnifique. Bravo. C'est bon, j'ai compris. Ah oui, donc évidemment, c'est pas si simple. Ah voilà, on va y arriver. Oui, magnifique. Donc voilà, ça c'était la courbe d'opportunité. Ça c'est intéressant quand même. Ça c'est toute la phase ici, là où se passe, donc c'est la définition du problème. Ici, là le processus formel commence. La commission produit son premier avant-projet. On descend dans l'interservice, etc. Alors là, ça se complique un peu.
Ici, ça remonte un peu, c'est le Parlement. La démocratie arrive. Donc voilà, il y a une petite possibilité là, ici, et puis après, c'est fini. Donc voilà, voici la lettre de McCreevy à Ryanair. Et ensuite, voilà. Quelque chose qui est le prolongement de ce que je viens d'expliquer. Si vous regardez n'importe quel cabinet de conseil en lobbying à Bruxelles, vous allez voir qu'au moins la moitié, c'est pour faire des généralités, mais c'est vraiment un ordre de grandeur fiable que je vous dis là, environ la moitié des employés de ces cabinets de conseil sont des anciens des institutions. Et évidemment, parce que ce sont ceux qui ont les meilleures compétences à vendre aux éventuels clients de ce cabinet. Ils connaissent l'organigramme officieux, donc pas ce qui a marqué sur le papier, mais comment ça se passe vraiment. Et s'ils ont une connaissance relativement récente des dossiers, ils possèdent probablement des connaissances privilégiées que leurs concurrents n'auront pas. Alors ça c'est un diagramme un peu compliqué, mais qui représente en fait le champ sociologique de l'eurocratie, donc du quartier européen, en fonction de leur capital politique ou en fonction de leur permanence dans le champ. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ceux qui sont au sommet en théorie de l'organigramme formel sont relativement peu présents. Ils appartiennent plutôt au champ politique national. Donc ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Après, quand vous descendez ici, on voit que ceux qui sont le plus présents dans le champ, c'est un groupe social contigu qui sont à la fois les administrateurs, donc les fonctionnaires de la Commission européenne, des institutions en général, et les lobbyistes permanents. Et ce qu'on observe, c'est que maintenant que l'Union européenne existe depuis à peu près 2 générations et demie d'hommes, les deux groupes sont le même en fait, tendent vraiment à se fondre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'au sein de ce groupe-là que vous avez des gens qui construisent une carrière sur toute une vie à Bruxelles. Et donc ça explique aussi ça explique aussi les itinéraires de carrière qu'on observe. C'est-à-dire que vous avez des gens qui commencent, par exemple, je sais pas, avec un stage à la Commission, puis qui ensuite vont aller devenir assistants parlementaires au Parlement européen, ensuite ils vont aller, ensuite ils vont éventuellement occuper un poste junior dans un cabinet de lobby, ensuite ils vont éventuellement passer les concours, devenir fonctionnaires, et en fin de carrière, et particulièrement s'ils sont dans des secteurs très demandés comme le marché intérieur, la concurrence, l'antitrust et tout ça, ils vont aller finir leur jour heureux dans un cabinet d'avocats ou un cabinet de conseil où ils vont pouvoir vendre leur expertise et leurs connaissances. Et évidemment, plus on appartient à ce groupe social-là, et plus c'est facile, évidemment, de graviter là-dedans. Alors, bon, quelques éléments chiffrés. C'est une précision quand même, c'est vraiment du doigt mouillé tout ça, parce qu'il n'y a pas de transparence réelle du lobbying à Bruxelles encore, et que donc tout ce que je peux vous proposer ici, ce sont des estimations, c'est vraiment à prendre comme des ordres de grandeur. Donc on estime qu'il y aurait entre 20 et 30 000 lobbyistes professionnels permanents à Bruxelles, soit à peu près un lobbyiste par fonctionnaire de la Commission. La Commission européenne, c'est 33 000 employés, dont la moitié de fonctionnaires. Donc vous voyez, c'est du 1 pour 1 à peu près. Donc plus d'un milliard d'euros par an de chiffre d'affaires, bon, c'est vraiment pour dire quelque chose. Je m'excuse du vague de l'estimation. Ça, c'est un petit peu plus précis, par contre, parce que ça, c'est recoupé quand même par pas mal de screening qu'on a fait. On estime qu'à peu près en moyenne, 70% des lobbyistes ici représentent des intérêts commerciaux, 20% publics. Et quand je dis des intérêts publics, c'est à prendre, il faut voir à chaque fois, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que, en quoi est-ce qu'un diplomate national, par exemple, pourquoi est-ce qu'il faudrait le considérer comme un lobbyiste alors que c'est un fonctionnaire? Ben, ça dépend des sujets. Si vous prenez par exemple l'union bancaire, toutes les négociations qui ont eu lieu autour de l'union bancaire, on a vu des diplomates français, anglais, allemands faire le siège des eurodéputés au Parlement pour défendre les intérêts de leur modèle bancaire national. Donc les Français défendaient la banque universelle, les Allemands plutôt le modèle de la caisse d'épargne régionale, et puis les Anglais évidemment tout ce qui est fonds de pension et marché financier. Le dernier point, et ça c'est très important parce que ça vous explique aussi pourquoi est-ce que le lobbying est aussi important à Bruxelles, peut-être et certainement plus qu'ailleurs d'ailleurs. Quand je vous dis que la Commission européenne a un pouvoir très important puisque c'est la seule
qui peut initier un texte législatif, qui peut initier une loi, et c'est la seule qui peut les appliquer, qui peut en vérifier la bonne application. Donc elle a un pouvoir colossal. Mais 33 000 personnes, en réalité, ça paraît beaucoup en termes absolus, mais en réalité, c'est très peu. Vous prenez la mairie de Paris, c'est 55 000 employés. Là, on a une administration qui, encore une fois, je le répète, a le monopole de l'initiative législative pour un continent de 500 millions de citoyens. Donc c'est très très peu, en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, parce que le lobbying, en fait, se nourrit, si vous voulez, du déficit d'expertise interne. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement. Je ne veux pas trop m'apesantir là-dessus, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais moi, mon travail principal à CEO, c'est dans le secteur agroalimentaire. Ça, je vous en parlerai après. Et je m'intéresse notamment beaucoup aux questions d'expertise dans le domaine agroalimentaire, et donc particulièrement à l'Agence européenne de sécurité des aliments, dont les opinions scientifiques sont en gros un signe de vie ou de mort pour un produit. Parce que tout produit qui est mis sur le marché dans le domaine agroalimentaire en Europe doit recueillir un avis scientifique favorable de cette agence. Eh bien, tout simplement, cette agence travaille avec environ 1500 scientifiques à peu près, aucun n'est payé. Il n'y a pas de budget. Ils sont défrayés, on leur rembourse leurs frais de transport et d'hébergement. Il n'y a pas... Alors, on trouve 70 milliards pour faire du suivi industriel, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour payer des experts publics, ça, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de budget. L'EFSA, c'est un budget de 80 millions d'euros par an. 400 fonctionnaires. Donc voilà, alors du coup, évidemment, quand on regarde pour qui ces scientifiques-là travaillent, eh ben, on trouve évidemment beaucoup de conflits d'intérêts, parce que il faut bien se nourrir. Du coup, quand on regarde le profil des scientifiques qui travaillent pour cette agence-là, avec cette agence-là, du coup, pas pour, ça représente quand même 60-80 jours d'équivalent temps plein par an. Eh ben, il n'y a pas 50 façons de gagner sa vie dans ce cadre-là. Et donc, évidemment, il y en a un certain nombre qui gagnent leur vie en fournissant des prestations de conseil aux entreprises pour leur expliquer comment il faut faire. Ce qui n'est pas très défendable sur le plan de l'éthique, mais malheureusement, eux-mêmes, j'ai envie de dire, ils ne sont pas tellement pour grand-chose, en fait. Ou alors ils sont âgés, ils ont toute leur carrière derrière eux, ils sont retraités. Mais donc, du coup, ça pose aussi un problème en termes d'évolution des protocoles toxicologiques, parce que, comme tout le monde, ils aiment bien défendre ce qu'ils connaissent, sauf que ce qu'ils connaissent, ça commence à dater un peu. Voilà. Donc, pour faire un peu bref, ça c'est issu de mon premier boulot à CEO, c'était il y a 10 ans, presque déjà, ouais, non, quasiment 10 ans, comme quoi le temps passe, mais malheureusement l'observation générale reste valable. Donc ceci est un diagramme qui représente les activités de lobbying de l'entreprise française Veolia Environnement, première entreprise mondiale d'eau, donc au niveau européen. Et donc ce qu'on voit, donc ça c'est la France, ça c'est le niveau européen, et ça c'est le niveau mondial, pour vous expliquer rapidement. Le truc rouge, ça c'est l'entreprise elle-même en fait. Donc vous avez Veolia Environnement, dont on ne le répétera jamais assez, l'actionnaire principal est l'État français, qui a donc son bureau de représentation à Bruxelles. Pensez-y comme une petite ambassade, c'est 5-6 personnes. Il se trouve que le bureau européen de Veolia faisait deux choses. Il faisait du lobbying et puis il faisait l'optimisation fiscale aussi. Parce que, bon voilà, ça c'est un truc que j'ai trouvé, mais il se trouve que cette chose-là s'appelle Veolia Environnement Europe Service, et la dernière fois que j'ai regardé, ils avaient un capital social pour une entreprise de 6 personnes de 2,5 milliards. Ce qui est quand même pas mal. Mais c'est une façon, en fait, pour eux, c'est une façon pour Veolia de bénéficier du système des intérêts notionnels en Belgique, qui est une des nombreuses possibilités d'évasion fiscale, mais celle-ci est assez populaire. Bref, je dévie. Je reviens à mon sujet. Donc ce que vous avez ici, par exemple en jaune pâle ici, ce sont des think tanks. À chaque fois que vous avez un petit bonhomme rouge ici, ça veut dire qu'il y a un employé de Veolia qui est dedans. Les think tanks, ça c'est important, ce sont des centres d'expertise, pourrait-on dire, et qui ont pour fonction en fait de défendre d'un point de vue, disons, intellectuel, enfin idéologique plus exactement, les intérêts commerciaux de l'entreprise. Après, vous avez toute une série en bleu clair ici de lobbies qui sont des lobbies, disons, patronaux généralistes, on va dire. Donc vous avez ici, par exemple, Business Europe, qui est la fédération patronale européenne, la fédération européenne des fédérations nationales d'employeurs. Donc en France, ce sera le MEDEF, par exemple. En Belgique, c'est
la CBE, et en Suisse, je l'ignore, je suis désolé. Oui, la fédération patronale suisse, est-ce qu'elle existe d'abord? J'imagine que oui. D'accord. Ok. Il est assez probable que l'Union patronale suisse soit membre de Business Europe, parce il y a tout un tas de peut-être même les deux, bon, si vous le dites, parce qu'il y a beaucoup de pays non membres de l'Union européenne qui sont membres quand même d'associations fédérales, Comment? Alors, dans ce cas-là, non, parce que il y a quand même un critère géographique. Il y a beaucoup d'entreprises américaines, après, qui sont membres de Business Europe, mais au titre de leur appartenance, de leur filiale européenne, en fait. Mais je vais revenir à cette question, parce que c'est une question intéressante. Ensuite, vous avez des lobbies spécialisés sur l'eau, donc là, vous en avez un certain nombre. Et puis après, vous avez l'État français aussi, qui, comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'il y a une flèche ici, ce sont des liens d'appartenance, en fait. Ce qu'on peut voir, c'est que les intérêts de Veolia et de l'État français sont très étroitement imbriqués. Bon, après, je peux rentrer dans les détails si vous voulez. Quelque chose qui est intéressant pour... Alors, un exemple ici. Alors, on est dans le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau, à 80% quand même, en Europe, à peu près, de mémoire, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus travaillé là-dessus, c'est du service public. Le truc, c'est que c'est un service public local, alors que ces entreprises-là sont des entreprises de dimension mondiale, et donc elles ont les moyens de fédérer au niveau européen leurs moyens pour faire du lobbying, ce que ne peut pas faire le service public. Le service public ne peut pas justifier auprès de sa tutelle d'envoyer des sous à Bruxelles pour financer quelque chose. Ça commence un peu maintenant, mais c'est très tard. Et donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ici, formellement, Euro, qui est la Fédération européenne des opérateurs d'eau municipaux, devrait à 80% représenter donc les intérêts publics. Elle ne le fait pas. Parce que ce qu'on constate, c'est que les opérateurs publics n'ont pas de moyens à y allouer, et donc on voit que le président, que le directeur, que le sous-directeur, etc., sont des employés de Veolia et Suez. Parce qu'eux ont les moyens de payer. Donc évidemment, ça influe les débats. Une autre observation qui est importante aussi, c'est que tous les secteurs d'activité économique ont ce qu'on appellerait une fédération patronale ou un lobby à Bruxelles, du plus énorme comme l'industrie chimique ou pétrolière, au plus anecdotique comme je sais pas, les aliments pour chevaux, il y a les céréales de petit déjeuner, il y a un lobby quasiment pour tout. Il y a une évolution quand même assez frappante, c'est que au départ, la plupart de ces lobbies étaient une fédération d'entités nationales. Le lobby européen était une fédération de lobbies nationaux. Ce qu'on constate maintenant, c'est qu'avec le marché unique et donc toute la concentration des marchés qu'il y a eu, il y avait de plus en plus d'entreprises qui faisaient partie en fait de tous les lobbies nationaux, toutes les multinationales, et donc ils ont demandé à pouvoir bénéficier d'une appartenance à part en ce qu'on voit maintenant dans toutes les fédérations européennes comme ça, c'est que vous avez toujours la vieille structure avec la fédération de lobbies nationaux, et à côté, vous avez les multinationales qui sont membres propres, et maintenant, dans la plupart des conseils d'administration, vous avez des très hauts dirigeants de ces multinationales-là, pour pouvoir aller vite en fait. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'avec la concentration des marchés qu'il y a eu, la représentation des intérêts économiques à Bruxelles s'est considérablement déplacée du côté des multinationales en fait. Ce qui pose d'ailleurs des questions très intéressantes en termes de pour qui ces fédérations professionnelles travaillent-elles vraiment? Et c'est une question qu'elles n'aiment pas du tout qu'on leur pose. Parce qu'à Bruxelles, évidemment, tout se fait au nom des PME, parce que l'emploi et la croissance et l'innovation en général, c'est beaucoup plus le fait des petites et moyennes entreprises que des grosses. Donc voilà, on convoque l'image de la PME à tort et à travers, sauf qu'en réalité, ce ne sont pas les PME qui tirent les ficelles et qui alimentent toutes ces opérations, loin de là. Donc bon, les think tanks, on aura l'occasion d'en reparler un peu si vous voulez. C'en est un qui est particulièrement connu à Bruxelles, qui s'appelle les Amis de l'Europe, où là, la structure est assez claire. Au niveau du conseil d'administration, c'est honorifique. Vous avez des dizaines d'hommes politiques qui ont beaucoup compté dans l'histoire de la construction européenne et qui sont prestigieux, si vous voulez. Mais en réalité, donc un think tank, en général, se présente comme un lieu de débat.
Alors c'est important parce que Bruxelles, c'est une communauté expatriée. Le peuple européen n'existe pas, ou pas encore si vous êtes optimiste. Et donc, ça manque cruellement de débat. Et donc les endroits où il y a du débat, ça attire les gens, parce que c'est l'occasion d'avoir quand même de la confrontation d'idées, de comprendre ce que pensent vos adversaires, etc. Et les think tanks à Bruxelles jouent un rôle très important dans cet état de fait. Le problème, c'est que, souvenez-vous de ce que je vous disais à propos de BASF et de la courbe d'opportunité de l'influence, ce qui est très important, c'est d'imposer votre problème et votre question. Et donc, vous allez avoir des dizaines et des dizaines, par exemple, sur les nanomatériaux, de débats, et de préférence, juste avant des votes importants, sur comment faire en sorte que on puisse mettre ce genre de produits sur le marché dans des conditions satisfaisantes, etc. On va essayer de trouver une ONG qui va faire un peu de contradiction, mais pas trop. Voilà. Et ça, c'est la liste, par exemple, de tous les membres dits VIP, hein, des Amis de l'Europe. En fait, ils sont VIP. VIP, c'est pas Very Important Person ici, c'est Visibility Input Platform. C'est pas pareil. Alors, bon, ça, on est un peu plus dans l'anecdotique, mais c'est important. Vous savez qu'au Parlement européen, ceux qui font vraiment le boulot, c'est pas nécessairement les eurodéputés, parce qu'un eurodéputé, il doit voter sur des centaines et des centaines de textes tous les ans, un peu moins maintenant pour différentes raisons que je pourrais vous expliquer si vous voulez. Mais il n'est humainement pas possible d'être compétent sur tous les textes sur lesquels on est amené à se prononcer. Donc, il faut faire confiance à ses assistants parlementaires et aux conseillers politiques. Ça n'a échappé évidemment à personne du côté des lobbies, et donc les assistants sont une cible prioritaire, ce qui explique le carton d'invitation que vous avez ici, qui est un carton d'invitation qui a été envoyé à l'ensemble des assistants parlementaires du Parlement en 2012 par le lobby des cigarettiers, pour les inviter à venir faire la fête avec eux. Gratuitement, bien sûr. Non, c'est plus subtil que ça. C'est plutôt à base d'alcool dans ces trucs-là. Parce que c'est un truc tout bête, mais c'est beaucoup plus facile d'obtenir un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous êtes bourré la gueule hier soir, plutôt que quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y aura encore beaucoup à dire, et je crains d'avoir d'ailleurs loupé un truc important. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Voilà, si, non, ça c'est très important et je l'avais loupé. Histoire de conclure. Quand on parle de lobbying, on a souvent dans l'idée que ce sont des menteurs. Oui, c'est absolument vrai, mais ce sont des menteurs par omission. Ce sont rarement des menteurs par action. Et ça, c'est important, parce que le lobby, il doit construire, s'il veut avoir de l'influence, il doit construire de la crédibilité. Et s'il est pris en flagrant délit de raconter absolument n'importe quoi, ben on ne va pas le réinviter, et surtout, sa cible ne va plus le croire. Donc, on va plutôt amener des éléments factuels, utiles, mais partiels. Toujours dans cette idée d'essayer de construire de la crédibilité, imaginez, vous êtes une entreprise pétrolière, vous êtes confronté à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est un cas réel dont je vous parle, à la perspective que les émissions de CO2 soient taxées. Ce qui, a priori, est une nouvelle assez inquiétante pour vous. Donc, si vous allez voir votre gouvernement, a priori, le gouvernement va vous dire, bah, écoutez, monsieur Total ou Shell ou que sais-je, je comprends très bien pourquoi vous me dites ça, je comprends votre inquiétude, mais il y a un truc un peu plus important que votre chiffre d'affaires, qui est la survie des générations futures sur cette planète. Donc, s'il vous plaît, foutez-moi la paix, passez votre chemin. Si vous y arrivez en tant que toute l'industrie pétrolière, déjà, ça pèse plus lourd. On va rester plus poli. Si maintenant vous y allez avec tous les secteurs de l'économie qui sont des secteurs très fortement émetteurs de CO2, la sidérurgie, le transport, les cimenteries, j'en passe, l'automobile évidemment, ça devient très 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 compliqué de vous y conduire parce que vous représentez des millions d'électeurs, d'emplois, pardon. Et donc, voilà, et donc on commence à... Et alors si en plus... vous avez des experts apparemment indépendants qui vous disent qu'en fait, tout taxer le CO2, c'est une très mauvaise idée, ça ne marchera pas, c'est une impasse méthodologique, et qu'en plus, vous avez des manifestations vigoureuses sous vos fenêtres de syndicats qui défendent l'emploi, et qu'en plus, par-dessus, vous avez des trucs qui ressemblent à des ONG écologistes qui viennent vous dire qu'elles aussi, bah, franchement, la taxation des émissions de CO2, c'est n'importe quoi, bah, vous commencez à vous sentir très seul avec votre intérêt de l'humanité là.
Et donc, bon, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est, pour construire de la crédibilité, il faut essayer de multiplier les canaux par lesquels vous faites passer le même message. Toujours dans cette idée-là, souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'expertise, le lobbying, ça consiste aussi à faire le travail de votre cible à sa place. Et c'est comme ça que la fonction publique française, pour parler de celle que je connais le mieux, enfin, ou européenne d'ailleurs aussi, devient une espèce de grande spécialiste du passage d'appel d'offres. On fait un appel d'offres pour engager un consultant pour savoir quoi faire, et puis après on fait un appel d'offres pour faire faire, et puis après on refait un appel d'offres pour vérifier ce qui a été fait. C'est bien, vous ne foutez rien, c'est très, très confortable. Ça coûte 10 fois plus cher par contre à la collectivité de faire ça. Mais bon, vous avez ouvert le parapluie à tous les étages, et vous êtes surtout très 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 dépendant de l'expertise des intéressés dès que le lobby vous amène. Comment ? Oui, bah, vous savez, le lobbying, c'est comme le lobbying, c'est comme la télé gratuite ou les médias sociaux. Hein. Quand vous achetez pas, le produit, c'est vous. Donc voilà, l'information, ça coûte cher, on le dira jamais assez, et quand vous la payez pas, ça veut dire que c'est vous qui êtes vendu. Point barre. Je suis un peu journaliste aussi, donc voilà, j'en profite pour glisser des messages subliminaux. Ah oui, ça c'est un truc que je vous ai pas dit, mais qui est très important aussi, c'est que tous les lobbies, vraiment tous, enfin tous les principaux en tout cas, et ça inclut aussi le patronat, aussi les environnementalistes, aussi les associations de consommateurs, les syndicats, ont été créés à la demande et sur les financements de la Commission européenne. Et ça, c'est pas quelque chose qui est très connu, mais c'est quelque chose qui est très important de comprendre pour vous expliquer aussi ce qu'est la construction européenne aujourd'hui, d'où elle vient, et est-ce qu'il est encore possible d'en faire, éventuellement. Pourquoi ? D'abord, parce qu'au moment où la construction, où l'administration communautaire s'est constituée, elle avait besoin d'avoir accès à des informations très précises, notamment en termes de structuration des marchés dans les différents États membres, parce qu'une de ses premières, déjà à l'époque, compétences, c'était la négociation des accords de libre-échange. Et donc elle avait besoin de savoir, par exemple, combien de voitures sont vendues en France, en Allemagne, en Italie, etc. Qui avait ces informations-là ? Les administrations nationales. Oui, mais les administrations, elles sont comme tout le monde. Elles savent très bien que l'information, c'est le pouvoir, et que quand on le partage, eh ben, on le partage le pouvoir qui va avec. Et donc, elles ont fait la rétention d'informations. Elles ne voulaient pas partager ces informations-là avec l'administration communautaire. Du coup, l'administration communautaire leur est passée par-dessus la tête et allait voir le patronat directement en leur disant « Bon, écoutez, voilà, Coco, là, il ne veut pas me donner. Est-ce que vous voulez ?» Ah bah oui, bien sûr. Puis on peut bien vous aider aussi. Et c'est resté. Donc ça, c'est l'origine historique, si vous voulez, de ce financement. C'est-à-dire que quand vous regardez, d'ailleurs, il y a un livre très très bien fait qui raconte ça, qui s'appelle, de Sylvain Laurence, qui est sorti l'année dernière, qui est un sociologue français, qui s'appelle Les courtiers du capitalisme, milieu d'affaires et bureaucrates à Bruxelles, et qui raconte cette évolution historique extrêmement bien. Au point d'ailleurs qu'il y a un certain nombre... cette demande de la Commission a même influé sur la structuration de la représentation des intérêts économiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fédérations européennes qui se sont constituées en fonction de la demande de la Commission et même en fonction des demandes et des besoins de négociation de la Commission qui était en train de négocier les accords du GATT dans les années 60 avec les États-Unis. Et donc vous aviez des choses très étranges, des appellations très étranges dans le nom de lobby, qui en fait correspondaient juste au chapitre dans l'accord de libre-échange que la Commission était en train de négocier à ce moment-là. Depuis, en général, c'était en français. Depuis, ça s'est beaucoup anglicisé aussi. Ça s'est un peu reconfiguré. Mais ça ne change pas. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle la plupart des lobbies ont été créés à la demande et financés par la Commission. C'est parce qu'elle avait besoin d'informations. C'est ce qui explique aussi que la Commission ait financé des syndicats, des associations de consommateurs et des environnementalistes, simplement pour aussi obtenir des informations indépendantes des États. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que pour l'administration communautaire, le plus souvent, l'ennemi, c'est l'État membre. C'est pas le business. Le business, c'est la société civile, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question aussi
un peu tactique et aussi de crédibilité. C'est-à-dire que à partir du moment où les lobbies sont là, ils vont être actifs tout au long du processus législatif. Mais la Commission, elle, n'est active qu'au début. Et donc, elle a tout intérêt à les consulter le plus possible au moment de l'élaboration de son texte pour pondre un texte qui ait une chance de survivre à l'ensemble du processus législatif. Parce que si elle produit un texte qui va recueillir, disons, contre lequel, disons, le patronat va se mobiliser au niveau du Parlement et au niveau des États, il ne va probablement pas en rester grand-chose à la fin de son texte. Et il faut savoir que les fonctionnaires sont aussi évalués sur leur habileté à faire passer un texte. Donc voilà, tiens. Donc tout ça explique qu'au niveau européen, aujourd'hui, le lobbying, et je conclus, est banalisé, et même vu comme nécessaire. Ça, c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de gens, et presque tout le monde vous dira, y compris les eurodéputés les plus progressistes d'ailleurs, ça me met en rage, mais bon, qui vous disent oui, mais les lobbyistes, on en a besoin, ce sont nos sources d'information. Mais vous inquiétez pas, je suis un grand garçon, je suis capable de faire le tri. Ouais, mais si seulement c'était vrai. Mais c'est pas vrai. Quand vous recevez un rapport de 50 pages avec des statistiques qui font mal, est-ce que vous êtes capable, vous, en 5 minutes, d'aller repérer la manipulation à la page 44 dans l'algorithme qui a construit le truc? Non. Non. Une statistique, si vous ne l'avez pas falsifiée vous-même, comme disait Churchill, il ne faut pas la croire. Et c'est vrai. Alors, excusez-moi, et je conclus là. Quelque chose qui est... voilà. Un truc qui est frappant aussi, c'est que quand même, en général, au niveau médiatique particulièrement, les intérêts commerciaux savent que la politisation d'un dossier, c'est quelque chose qui est géré vraiment comme le lait sur le feu, parce que ça peut partir dans tous les sens. C'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, pas très facilement en tout cas. Et donc, dans la mesure du possible, les entreprises essayent de ne pas politiser les dossiers, essayent que ça reste vraiment le plus bas possible sur le radar, sur l'horizon. Parfois, c'est pas possible de l'éviter. Politiser, ça veut dire qu'il va y avoir un débat politique dessus. Ça veut dire que les journalistes vont commencer à poser des questions, on va commencer à écrire des articles, et au suprême horreur, les opinions politiques nationales risquent d'être informées. Donc... Non, ça reste dans le champ du technique, et pas du politique. Et le politique, enfin, quand vous dites que vous travaillez dans la politique à Bruxelles, dans un cercle de lobbyistes, vous êtes quasiment en train de vous insulter vous-même, en fait. C'est assez mal vu. Mais donc, parfois, c'est pas possible d'échapper aux politiques, et donc, pour contrôler le politique, excusez-moi... Est-ce qu'on peut pas aussi dire qu'ils essayent de contrôler le politique en passant par l'administratif uniquement? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a quand même le Parlement qui vote à un moment. Et puis, il y a les États qui décident à la fin. Et les chefs d'État, les chefs d'État, c'est un peu plus facile parce qu'ils décident collectivement et secrètement. Donc bon, peut-être que ça changera le jour où l'Union européenne sera une démocratie, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même l'écueil du Parlement. Souvenez-vous de la courbe, là, ça remonte un peu à ce moment-là. Et donc, il faut pouvoir gérer ça. Et donc, une des possibilités que les intérêts commerciaux utilisent pour ça, c'est d'essayer de donner l'image, de donner l'impression d'une mobilisation citoyenne, mais pour leurs intérêts. C'est ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est le fait de construire des fausses ONG ou des faux mouvements sociaux. Et alors, vous en avez un exemple ici à l'écran. Ceci est donc la place devant le Parlement européen qui se trouve derrière, là. Et donc, ce jour-là, c'était début 2009, la place était recouverte de petites figurines oranges en plastique. Et chacune de ces figurines oranges en plastique représentait un signataire d'une pétition qui s'appelait le Climate Manifesto, le manifeste pour le climat. Et l'idée était de demander aux négociateurs de ce qui allait être l'accord de Copenhague et pour lequel on avait beaucoup d'espoir à l'époque, de trouver des vraies solutions pour le climat. Qu'est-ce qu'une vraie solution pour le climat? Enfin, qui pourrait être contre? Sauf qu'à la page 14, en petit, le détail des vraies solutions pour le climat était détaillé, et c'était ce qu'on appelle le CCS, le stockage et la capture du carbone. Ça veut dire que vous prenez une raffinerie de pétrole, par exemple,
qui est une entité fortement émettrice de CO2, vous attrapez le CO2, vous le liquéfiez, vous le mettez sous terre, et puis vous espérez qu'il reste là. Sauf que sauf que c'est très dangereux, que c'est pas du tout prouvé, etc. Enfin bon. Et donc ça c'est un exemple. Et en fait quand vous regardez, le Climate Manifesto était organisé par le 4e plus gros émetteur de CO2 en Europe, qui est l'entreprise d'énergie suédoise Vattenfall, qui opère un certain nombre de centrales à charbon, en Allemagne. J'y viens. Donc l'intérêt, et je conclue ici, c'est que, comme disait, c'est une citation que j'aime vraiment bien de Coco Chanel, mais que le groupe Chanel ne veut absolument pas en parler aujourd'hui, la copie, c'est le succès. Si les lobbies s'embêtent à essayer d'imiter les mouvements sociaux, c'est parce qu'ils savent que ça marche aussi. Donc voilà, surtout vous arrêtez pas, parce que c'est vraiment la seule chose qui arrive à faire la différence en réalité. C'est précisément l'horrible politisation des débats qui parfois fait qu'on arrive à faire bouger les lignes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.